Je vous remercie d'être venus aussi nombreuses et nombreux à cette conférence du professeur Romana. Nous avons fait avec le professeur Romana la même expérience qu'il y a 3 semaines avec le professeur Catonnet. C'est-à-dire qu'il a eu une énorme conférence auparavant. Lui, le professeur Romana, il a eu beaucoup d'occasions de se faire entendre. Alors, on aurait pu croire qu'aujourd'hui, on se serait retrouvé vraiment dans un groupe très confidentiel, mais je vois que vous êtes venus très nombreux. On a même refusé beaucoup de monde, et pour cela, je vous remercie chaudement. Je vous remercie beaucoup. Alors, vous êtes dans l'enceinte d'un restaurant. En fait, c'est le lieu où tous créoles, pour ceux qui ne sont pas des habitués de nos rencontres, c'est le lieu où tous créoles partagent, vous le verrez plus tard, le verre de vin de l'amitié et le pain de la fraternité. Et puis avant, nous allons échanger. Et puisque vous avez vu que j'ai une propension à poétiser et aller très loin, j'ai préparé quand même un texte pour être beaucoup plus précis, plus concis, pour le contexte où nous sommes. Alors, le professeur Romana, je vais vous le présenter, est un homme de science, un humaniste. Il viendra, le micro. Il viendra. Le micro viendra, chère madame. Il viendra, rassurez-vous. Donc, je vous le disais, il est un homme de science, humaniste, féru de l'histoire et défenseur de la mémoire des peuples afro-caribéens. Non, je vais le tenir. Non. Je ne vais pas voir quand même ma coprésidente le tenir. Mais vous savez, ce micro est utilisé par beaucoup de gens et je répugne à mettre ma bouche dans des endroits qui sont inconnus. Alors, jeune retraité, il a été médecin, généticien à l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants malades. Depuis plus de 20 ans, il œuvre pour redonner un nom, une histoire et une dignité aux descendants d'esclaves. Avec le comité Marche du 23 mai 98, le CM 98, il a permis à des milliers de familles de retrouver leurs ancêtres à l'origine de la fondation Esclavage et Réconciliation. Ce soir, il va nous parler d'un projet majeur, le mémorial du Trocadéro. Le mémorial du Trocadéro est un lieu pour honorer la mémoire des victimes de l'esclavage colonial. Un projet qui sera sans doute l'une des grandes œuvres de sa vie. Ce mémorial est souvent désigné comme le mémorial des noms des esclaves. Allez sur Google, vous allez voir que c'est comme ça que c'est intitulé. Il va nous expliquer si c'est ce nom qui devra être finalement attribué. Il se situe dans un espace parisien hautement symbolique, le Trocadéro, sur la rive droite de la Seine. Alors, je le dis pour les Parisiens, les Martiniquais qui sont parisiens, qui se déplacent pour aller au restaurant, pour faire les boutiques, ils auront un endroit où ils vont quelque part avoir une activité un peu plus intellectuelle. Une localisation précise, le mémorial est installé sur le parvis des droits de l'homme, vaste esplanade qui s'étend devant le palais de Chaillot, au-dessus des jardins du Trocadéro, face à la tour Eiffel, de l'autre côté de la Seine. Il s'inscrit donc dans un axe monumental majeur de la capitale, palais de Chaillot, parvis des droits de l'homme, jardin du Trocadéro, Seine, tour Eiffel. Serge, professeur, je comprends pourquoi beaucoup sont un petit peu envieux de la position vraiment nationale que ton projet a acquis. On en parlait en aparté, mais enfin, nous sommes là pour partager ce qui est positif. Un lieu chargé de symboles. Ce choix d'emplacement n'est pas anodin. Le parvis est associé à la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, adoptée à proximité dans le palais de Chaillot. Installer un mémoire de l'esclavage ici, en cet endroit, revient à inscrire cette mémoire dans l'universalisme des droits humains, relier l'histoire coloniale à une réflexion globale sur la dignité humaine. Confronter un lieu touristique emblématique à une mémoire longtemps marginalisée, une topographie ouverte et visible. Le site présente plusieurs caractéristiques importantes, il va vous l'expliquer, ce qui fait que ça ne sera pas un lieu clos, un musée moisi, un musée fermé qu'on ne fréquentera pas. Il n'est pas isolé, il est inséré dans le flot urbain, ce qui en fait un lieu de mémoire visible, accessible et vivant. Alors c'est une véritable mémoire de l'attribution des noms
aux esclavages de la République française, je ne sais pas si vous voyez l'importance nationale et sinon internationale, sinon mondiale de ce projet. Donc, c'est vrai que cette affaire crée une tension mémorielle. Était-ce nécessaire? Était-ce indispensable? Ne devrions-nous pas oublier un petit peu cette histoire d'esclavage? Et puis, il y a eu l'esclavage des Blancs. Ça a toujours existé, l'esclavage. Qu'est-ce que notre esclavage de particulier? Qu'est-ce qui demande, qu'est-ce qui exige qu'il y ait ici un certain endroit célèbre, illustre, où ont été commémorées des choses aussi importantes que les droits de l'homme, qu'on fasse un monument pour l'esclavage. S'il fallait faire un monument pour les esclaves grecs, je ne sais pas, assyriens, de l'Antiquité, du Moyen-Âge et du Servage, la France serait peuplée de mémoriaux, mémorial, je ne sais pas comment on dit ça. Serge va nous expliquer pourquoi ce mémorial a une importance particulière. Je voudrais quand même dire un petit mot sur l'association martiniquaise de recherche sur l'histoire des familles. Ça se dit Amarichva, c'est ça, Président? Amarich. Je trouve ça très poétique, mais difficile à retenir. Nouveau président, M. Yves Henry, que je vous demande de saluer. Yves Henry. Et je vais faire un... Oui. Oui. Depuis? Mais pour moi, c'était toujours Alex qui était président. Voilà, très bien. Je vais citer les membres du bureau. Je me tromperai peut-être parce que souvent, Google n'est pas à jour, parce que je pense que ce sont des militants extraordinaires, des gens dans la plus grande abnégation, la plus grande opiniâtreté, le plus grand silence, vont reconstituer, oui Daniel, ma mémoire, les livres de... Les registres, je ne sais pas trop loin, les registres d'individualité qui sont souvent d'individualité, qui sont perdus, qui sont abîmés, qui n'existent plus, et ils retranscrivent avec d'autres moyens, ils pourront intervenir pour expliquer ça, pour retracer, donner ces éléments, donner cette matrice au professeur qui fait un travail considérable. Et ils ont eu une synergie considérable entre le comité Marche 98. Et ça, on n'entend pas ça à la radio, on ne voit pas ça à la télévision, on ne voit pas non plus le travail que font certaines personnes. Mais laissez-moi vous donner les noms. Il faut citer des noms. On a vraiment, nous tous, à tous créoles ou au comité, on a une sorte de préoccupation des noms. Alors, c'est Hauteville-Yolaine, Bodge-José, Belfort-Aline, Bourdon-Alex, président Noël maintenant, Deschamps Marie-Thérèse, Eustache-Rolls, Georges, petit camarade de classe, est-il? Là, voilà. Henri-Yves, Jacoulet Sony, j'ai vu Sony arriver tout à l'heure, voilà. Il est là devant. Mais oui, mais cataracte, glaucome et tout, on ne va pas voyer encore. Jacoulet Sony, La Fontaine Lucien, Michel Solange, Saint-Louis-Augustin Yvon, et le travail colossal réalisé par cette association, je pense qu'il faudra les applaudir beaucoup. Alors, l'esclavage colonial reste encore insuffisamment connu dans l'espace public français. Serge va également s'expliquer. Un mot aussi pour honorer ceux qui rendent hommage ou remercier ceux qui m'entourent, au bureau de Tous Créoles, Madame le bâtonnier Daniel Marceline, ma coprésidente Dorothée de Rénal, mon bras droit, et puis je vais dire mon fils, parce qu'imaginez-vous que le nègre que je suis a un fils béquet, c'est Emmanuel. C'est pas provocateur, c'est de l'humour, hein, pour ceux qui seraient choqués par mes propos. Réduisez ça au niveau de l'humour. Lui, il prend ça très bien, il trouve ça très, très amusant. Le fils de Roger de Jaham, avec qui j'ai créé, ça fait une vingtaine d'années, Tous Créoles. Il était là à l'instant, il est certainement pas loin. Michael de Jaham. Nous avons encore Brigitte Villard-Morel, qui nous a rejoint, qui est une toute jeune retraitée de l'Éducation nationale, qui est dévouée et qui est totalement au service de la cause créole. J'oublie personne. Mon fils Samuel, qui est secrétaire de l'association. Et puis, nous avons aussi un petit Marilyn. Alors, Marilyn Laouché, est devenue notre pilier, mon bras droit, mon bras gauche, et celui de tout le monde, finalement. Et des actions périphériques annexes que nous avons à Tous Créoles, puisque nous n'œuvrons pas seulement à Maniti pour des cafés littéraires et des after-work.
Alors, je vous remercie encore une fois d'être venu. Je vous demande d'applaudir d'ores et déjà Serge Romanin, que j'invite à mon micro pour qu'il puisse, et tu as toute l'attitude maintenant et toute liberté. Prends celui-là, prends celui-là. Ça va. Donc, mesdames, messieurs, bien bonsoir. Donc, évidemment, je remercie l'association Tous Créoles de m'inviter. Je vous remercie d'être là. D'emblée, pour que ça soit très clair, que je n'oublie pas, le mémorial n'est pas un projet personnel. Le mémorial a été fabriqué par des centaines de militants de l'immigration antillaise, en particulier en région parisienne. Sans eux, il n'y aurait pas de mémorial. Et d'ailleurs, d'emblée aussi, ceci doit être su, cette migration s'est constituée, en tout cas sa première, deuxième génération, s'est constituée dans le cadre d'un projet gouvernemental, le BUMIDOM, comme vous le savez. Et je pense que le mémorial va être un héritage que cette communauté, cette génération va laisser à ses enfants. Et je le dis avec beaucoup de fierté, c'est, je pense, Fanon qui disait qu'on découvre des fois difficilement sa mission, une génération la découvre, elle l'a trahi ou elle l'honore, elle l'assume. Je pense que ce groupe humain a fait en sorte que l'histoire de nos pays puisse s'ancrer en France hexagonale. Et c'est ainsi que je souhaite que vous reteniez le sens, en tout cas de ceux qui ont fait ce mémorial, et comment ils ont découvert petit à petit et accompli la mission qui était la leur. Voilà. Je suis devant vous aujourd'hui, donc en tant que coprésident du comité de pilotage du Mémorial national des victimes de l'esclavage. Ce comité de pilotage, donc je le copréside avec la ministre de l'Outre-mer. Alors, en 2027, au printemps 2027, il va être inauguré au niveau de l'aile Passy, ici sur la droite, des jardins donc, du Trocadéro, en face de la Tour Eiffel, le Mémorial national des victimes de l'esclavage. Qui aurait pu le croire? Ce n'est pas un projet associatif, là, actuellement. C'est un projet présidentiel. Le président de la République, le 27 avril 2018, a déclaré « Je souhaite aussi que la République se souvienne des esclaves eux-mêmes. Pour que jamais ne s'efface leur souffrance, je soutiens le projet d'ériger à Paris, dans les jardins des Tuileries, à l'époque c'était les Tuileries, un mémorial national qui rend hommage à ces victimes, comme le demandent légitimement plusieurs acteurs de cette mémoire. » Je voudrais commenter donc cette phrase du président de la République pour porter à votre attention la réflexion qui suit. Un mémorial, ce n'est pas simplement une œuvre de pierre. C'est la prise de position dans le temps, puisqu'il dure. Et ce mémorial exprime, ou tout mémorial exprime, la manière dont une nation affirme ce qu'elle choisit de reconnaître, d'assumer et de transmettre. Il faut donc mesurer le poids de ce mémorial national au Trocadéro. Alors, en quoi ça concerne la Martinique? C'est vrai, c'est au Trocadéro. On ne va jamais à Paris.
C'est loin, Paris. Et puis, c'est la France. Nous, on est en Martinique. Oui, ok. Mais vous voyez, le problème de la mémoire de l'esclavage, on peut essayer de l'oublier, mais elle divise la Martinique. Ça s'est passé, vous vous rappelez, le 22 mai 2020. Et vous voyez ce que c'est, pas une peine de commenter. Ça s'est passé le 26 juillet 2020. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis que la mémoire de cette histoire divise la Martinique. Elle fracture la Martinique. En Guadeloupe, c'est pareil. Hein. Et aussi, parce qu'une certaine mémoire de l'esclavage est une matrice de sens pour les révoltés de 2024. Et j'étais en réunion avec des chefs d'entreprise cette semaine, la semaine d'avant, et je sais combien ils sont traumatisés. Vraiment. C'est important, les chefs d'entreprise, dans un pays. Et en fait, ce qui est en jeu, c'est la politique, c'est ce qu'on appelle la politique mémorielle. Nous ne sommes pas en train de parler de culture, nous ne sommes pas en train de parler d'histoire. Nous sommes en train de parler de politique, et de politique mémorielle en particulier. C'est-à-dire l'ensemble des interventions d'acteurs publics qui visent à gouverner une mémoire publique, officielle à la société, à la faveur du monopole d'instruments d'action publique, c'est-à-dire pour un gouvernement, les commémorations, les musées, les mémoriaux, etc., etc., etc. C'est quelque chose de fondamental. Il n'y a pas un pays, une société sur Terre où il n'y a pas une politique mémorielle de différents faits. C'est une mémoire qui est obligée et elle est l'un des supports de la construction ou du maintien des identités collectives. C'est un élément majeur à la cohésion d'un groupe. Sans politique mémorielle, il n'y a pas de cohésion de groupe. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour la Martinique? Et une politique mémorielle, ce n'est pas de l'histoire. Ce sont des choix. C'est des choix d'événements historiques sujets à l'injonction au souvenir. C'est ce que peut appeler devoir de mémoire. Et les commémorations, par exemple, c'est un des éléments des interventions d'un État qui sont des ritualisations qui permettent de faire mémoire ensemble. Commémorer, c'est faire mémoire ensemble. Qu'en est-il en Martinique? Mais vous allez me dire, bon, là, je parle de faits historiques classiques, mais par exemple, voyez-vous, voilà un choix qui a été fait par la Troisième République. Vous comprenez que c'est un peu absurde en France de dire nos ancêtres les Gaulois. Je ne parle pas pour nous, hein, je parle en France. Alors que la France s'appelle la France. Alors que la France ne parle pas le gaulois, elle parle le français. Alors que ceux qui ont conquis et alors que De Gaulle va dire, la France commence avec Clovis, pour deux raisons. Les Francs nous ont laissé leur nom, leur langue, et il s'est baptisé. Clovis, c'est ça. La France, c'est la fille aînée de l'Église. Mais les révolutionnaires français de 89, ils ont fait ce que vous voyez là. Et le problème, c'est qu'il était hors de question de continuer, en fait, à maintenir comme récit fondateur en France la lignée des rois de France, des Francs. Et donc, la Troisième République a été chercher Vercingétorix, a été chercher les Gaulois. Ceci, c'est de la politique mémorielle. Pareil, la France s'oppose à l'Allemagne en 70, Bismarck, en 14-18 et en 39-45. Elle fait étudier l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, on étudie la bataille de Bouvines. Les beaucoup plus anciens ont dû étudier ça. La bataille de Bouvines est le moment où Philippe Auguste gagne
bat l'empereur d'Allemagne. Et donc, c'est enseigné. Après la Deuxième Guerre mondiale, puisque il ne faut plus antagoniser Français et Allemands, on supprime de l'enseignement la bataille de Bouvines, le dimanche de Bouvines. Ceci est de la politique mémorielle. Donc vous comprenez qu'on n'est pas en culture, on n'est pas en histoire, on est dans de la politique majeure. Pour ce qui concerne l'esclavage, la question est la suivante, globalement. L'esclavage, c'est le temps de fondation d'une société. C'est comme ça. On peut pas, vous voulez pouvoir refaire l'histoire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, en fait, s'il n'y avait pas eu d'esclavage, vous ne seriez pas là. Vous n'existeriez pas, tout simplement. Nous sommes différents des Algériens, des Vietnamiens. Parce que les Algériens et les Vietnamiens ont vu les Français venir, mais pas nous. Ah non, non, pas du tout. Les Antillais d'aujourd'hui n'ont pas vu les Français venir. Ils se sont constitués dans le cadre de l'esclavage colonial français. Ça fait toute la différence. Et donc, la question est difficile parce que tout peuple a une idée, a un récit de sa fondation. Comme tout individu a un récit de son histoire familiale. Si vous avez pas reconnu votre père et votre mère, vous allez vous faire une idée des choses. Si votre père et votre mère étaient des violents et vous battaient, ça va être particulier. Nous avons tous une idée de notre création, de notre fondation. De toute façon, l'humain a une idée de sa création. Et de différentes façons. Hein. Il y en a qui regardent la Bible, d'autres le Coran, d'autres etc. Mais les peuples ont toujours des récits de leur fondation. Aujourd'hui, les Français ont comme récit de leur fondation la Révolution française. Ils sont tous Charlie. Ils défendent la Révolution, c'est-à-dire la laïcité, c'est-à-dire l'égalité, fraternité comme principe. Les Américains ont quelque chose. Les Arméniens, c'est le Moharat. Les Évés ont comme mythe les serpents. Les Fonds, c'est autre chose. Et en général, les peuples ont comme mythe de fondation des faits glorieux dont ils sont fiers. C'est comme ça. Et c'est ça notre gros problème. Parce que comment être fier de la servitude? Comprenez que c'est quelque chose de compliqué. C'est pas évident, ça. Et je peux comprendre que pendant très longtemps, les gens aient dit « Je veux plus en entendre parler de cette histoire ». Mais comment voulez-vous effacer votre naissance? Et pas n'importe quelle naissance, une naissance terrible. Regardez ce qui est là. Les petits points, ce sont les familles. Et les gros points, ce sont des grandes lignées. Les colons ont des lignées, sont capables de vous raconter une histoire qui commence très tôt. Mais la plupart des descendants d'esclaves, non. Les Indiens, oui, beaucoup plus facilement. Mais les descendants d'esclaves, non. C'est une histoire de violence, de division. Pardonnez-moi de prendre des petits exemples dans ma famille. Mon aïeule, Juliette Romana, je l'ai découverte lors de la nomination, mais je l'ai découverte avant, finalement. Elle était dans la dot d'une certaine Joséphine qui se mariait avec Montaut de Farat. Et dans la dot, il est marqué, la dame a une dot. Dans la dot, elle a 2 esclaves. Clémentine, 23 ans, négresse, 1200 francs. Juliette, mon aïeule, 23 ans, même âge, mulâtresse, 1500 francs. Vous avez compris le problème. Ce sont des sociétés qui ont été fabriquées dans la division, dans le fracas de l'estime de soi. Le colorisme, le racisme, bref. Et c'est le temps de fondation. Vous voyez comment c'est difficile? Comment traiter un temps de fondation de ce type? Compliqué. Et si on regarde les différents régimes mémoriels maintenant qui ont eu lieu en Martinique, c'est certainement, on peut compléter ça. Christophe Colomb débarque en Martinique, non pas en 1492, en 1502.
le 15 juin 1502. Pierre Belin d'Esnambuc prend possession pour la France et la Martinique le 15 septembre 1635. Il est évident que le régime mémoriel à l'époque, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se raconter, en fait, et qu'est-ce qui va se traduire dans l'espace public, ça va être ce que les colons ont dans leur tête, bien évidemment, et c'est normal. J'aurais fait pareil. Comme tout le monde. C'est-à-dire, si vous avez à mettre un monument de quelqu'un à honorer, vous êtes un colon, vous allez mettre Pierre Belin d'Esnambuc. Parce que vous lui devez le fait d'être là. Normal. Le 23 mai 48, c'est l'abolition de l'esclavage. Le 2 décembre 52, Deuxième Empire. C'est toujours le même régime. D'ailleurs, je crois que la statue de Joséphine vient justement au moment du Deuxième Empire. Il y a une rupture en 70. Parce qu'en 70, c'est la Troisième République. Et la Troisième République, elle, ce qu'elle finit par imposer avec l'élite de couleur martiniquaise, qui n'est pas assez puissante pour s'opposer aux descendants de colons, elle aura besoin de la République, et en particulier d'une arme redoutable qui est Victor Schœlcher. Et donc, la Martinique va se couvrir petit à petit de bustes de Victor Schœlcher, parce que, ce qu'il faut savoir, après 48, eh bien, lorsque la Deuxième République s'était installée, des lois terribles se sont abattues sur la Martinique. C'est l'arrêté Guédon en Martinique, qui va quasiment remettre les gens en esclavage. Ils ne sont pas esclaves, mais ils ne peuvent pas se déplacer, etc., etc. Donc, il n'y a pas la force de combattre la domination politique des colons. Il n'y a pas la force. La Troisième République permet, en fait, à l'élite martiniquaise de pouvoir continuer son chemin en tant qu'élite. Et elle instaure, bien sûr, un régime mémoriel abolitionniste. Le point de départ de la Martinique, c'est l'abolition de l'esclavage. L'existence de la Martinique, la civilisation, c'est l'abolition de l'esclavage. Et l'homme à honorer en particulier, c'est Victor Schœlcher. Et quelqu'un comme, lisez, j'ai pas mis là, lisez la déclaration d'Aimé Césaire lors du centenaire de l'abolition de l'esclavage en 1848 à la Sorbonne. 1948 à la Sorbonne, le 27 avril, eh bien, Schœlcher est dithyrambique. Césaire, je les confonds. Et donc, en fait, vous avez le 19 mars, départementalisation, c'est le régime mémoriel abolitionniste. C'est vous. Rappelez-vous, on a chanté La montagne est verte et schœlchériste. Non? Mais bien sûr, on a tous chanté ça. C'était le régime, et c'est normal. Ça correspondait, ouais, il y a un changement de paradigme, un changement de politique mémorielle. C'est le régime mémoriel abolitionniste. Et puis, va se développer en Martinique, en Guadeloupe aussi, le mouvement indépendantiste. Le mouvement indépendantiste ne peut pas proposer comme un mythe Victor Schœlcher. Il va dire, non, nous sommes issus des nègres marrons, des combattants. Parce qu'il faut bien qu'il ait une matrice de sens à donner. Et il faut bien qu'il ait une matrice de sens pour lui donner de la force pour se battre contre l'État français. Donc, il ne peut pas parler de Schœlcher. D'ailleurs, vous remarquerez que en Martinique, il y a une mixture entre le système mémoriel anticolonialiste et le système mémoriel abolitionniste, puisque on célèbre en Martinique l'abolition de l'esclavage le 22 mai, et pas le 23. L'abolition en Martinique, c'est le 23 mai. Mais on célèbre en Martinique le dernier jour de la révolte. Ça, on va dire, c'est une discussion et une concession qui a été faite entre le gouvernement français et le monde et l'atmosphère, en fait, et les élus martiniquais à l'époque qui ont demandé à ce que ce soit le 22 mai, c'est-à-dire l'esclave romain, etc. Le 16 mai 1989 sort l'éloge à la créolité. Je suis désolé de passer autant de temps là-dessus, mais ça me semble extrêmement important.
L'éloge à la créolité est une réponse à une question majeure qui est comment parler de la naissance des Martiniquais. Et donc, les maîtres de la créolité vont définir en fait l'identité-relation glissant dans l'esclavage, et pour pouvoir supporter cette naissance, ils vont dire que nous sommes l'avenir du monde. Mais ça n'a pas beaucoup convaincu les activistes d'aujourd'hui, parce que le 22 mai et le 26 juillet, nous avons eu une affirmation violente du régime mémoriel anticolonialiste qui s'est opposé au régime des colons d'Esnambuc, Joséphine, et qui s'est opposé au régime mémoriel abolitionniste, toutes les statuts de Schœlcher. Ils ont fracassé ça. Et ne croyez pas qu'ils l'ont fracassé parce que c'était une question d'humeur. Non, pas du tout. C'est parce que leur conception, en fait, de l'identité martiniquaise, la politique mémorielle qu'ils souhaitent exister, qui existe en Martinique, et donc qui réunissent les Martiniquais, c'est là qu'il y a un problème, mais en tout cas, peu importe, c'est que ce sont des panafricanistes. Pour eux, l'esclavage est un moment d'histoire du peuple noir. Ils ont comme objectif l'élimination de l'État français en Martinique. Et comme il y a des difficultés, enfin, c'est venu après, ils conflictualisent encore plus avec la question des réparations. Donc vous voyez que nous sommes dans des politiques mémorielles qui s'affrontent et qui fracturent la Martinique. Quelle est votre politique mémorielle? Qu'est-ce que vous soutenez quoi exactement? Comment vous faites dans ce cadre-là? Alors, je considère que le Mémorial national des victimes de l'esclavage est un des éléments, en tout cas, on va dire, représente une troisième voie que je vais vous expliquer. Mais il représente vraiment une troisième voie. Ce n'est ni la politique mémorielle anticolonialiste, ni la politique mémorielle assimilationniste, en tout cas schœlcheriste et abolitionniste. Le point de départ, c'est le 23 mai 98. En fait, le point de départ et la façon de penser, elle change. Elle focus l'attention sur l'esclave. L'esclave pour lequel on n'avait pas de considération, qu'on était obligé de nommer soit un résistant ou bref, l'esclave. Et on a osé dire, il a fallu du courage de dire en France, nous sommes des descendants d'esclaves. C'est un mot tellement difficile, les Anglais ont des difficultés, pour eux c'est enslave, c'est sclaviser, etc. Non, on a dit non. Il y a un proverbe guadeloupéen qui dit, c'est poil à chien qui a guéri mordant à chien. Oui, c'est ça, hein? Il dit ça aussi en Martinique. Ah, je sais pas. C'est poil à chien qui a guéri mordant à chien. Donc, c'est pas la peine de fuir le caca, il faut aller dedans. Donc, on a dit haut et fort, en plein Paris, c'est une façon de parler, hein, nous sommes des descendants d'esclaves. Mais on n'a pas dit ça simplement comme ça. Parce que si vous dites ça comme ça n'a pas de sens. Mais c'est comment inverser le poids négatif qui pèse sur l'esclave. C'est ça le problème. Et donc, pour ça, on a développé un travail de mémoire et aussi d'histoire. Je dis bien un travail de mémoire. C'est pas de la culture. C'est tout un travail. C'est l'élaboration d'une stratégie. C'est la mise en place de dispositifs. D'abord, ce qui a été fondamental pour nous, c'est que c'est pas l'esclave, c'est un parent. C'est nos aïeux qui ont vécu en esclavage. Et ça, dites-vous bien, ça change tout. On n'est plus dans l'extériorité. Non, c'est nos parents qu'on va honorer.
On a ritualisé la mémoire, d'où le combat sur le 23 mai, j'y reviendrai, c'est pas le problème. On a fait un très gros travail introspectif, c'est 600 séances de groupe de parole. Donc, vous voyez, on ne s'est pas levé un matin pour dire on fait un mémorial. C'est 600 séances de groupe de parole sur les questions de couleur de peau, les questions de fonctionnement des familles, les questions d'enfants non reconnus, les questions dans une famille d'enfants à plusieurs pères, les questions de l'estime de soi, les questions de la jalousie. Je ne sais pas s'il y a de la jalousie en Martinique, mais... Ah, il y a ça? Bref. Bon, en tout cas, bref. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en Guadeloupe, on a aussi un petit proverbe. Je ne sais pas s'il y a ça en Martinique. Et il y a pas ça. J'ai pas trouvé ça en France. Le proverbe, vous savez, les proverbes, ça illustre toujours la façon dont les gens pensent. Je peux faire une petite incise? Il y a, à Tours, je faisais une étude à Tours, et on discutait avec des Tourangeaux. Et ils me demandaient c'est quoi notre particularité. Ils nous voyaient comme tout le monde, etc. Et je leur ai posé la question d'une question, une devinette qu'il y avait donc en Guadeloupe. Je vous la pose. Combien de vitesses qu'un chien a? Ouais, combien de vitesses qu'un chien a? Vous ne connaissez pas? Ça n'existe pas. Oui, voilà. Il a répondu. Il a autant de vitesse que de pierres que vous avez à la main. Je ne sais pas, mais nous lancions des pierres. Et puis, le chien courait et vous regardait comme ça. Et plus vous envoyez, vous avez toujours l'impression qu'il était capable d'accélérer. Vous voyez? Et ça, c'est parce que les chiens, ça dehors, c'est dehors. Un chien, c'est dehors. D'ailleurs, les chiens, à mon époque, avaient toujours la queue entre les jambes. Parce qu'ils ont peur des hommes. Donc, vous voyez, nous sommes d'accord qu'un proverbe, ça veut dire quelque chose d'important. Et donc, la question de la jalousie est la suivante. Le proverbe, c'est jalousie, c'est frère associé. Donc, vous comprenez, si on est capable de dire quelque chose comme ça, c'est que ça correspond à une réalité. Jalousie, c'est frère associé. Donc, il y avait des groupes de parole. On a fait des groupes de parole de 400 personnes, de 10 personnes, de 20 personnes. Enfin, on a fait. C'est Viviane, qui est donc une spécialiste, qui est une psychologue, spécialiste d'ethnopsychiatrie, qui a fait ces groupes de parole, la pauvre. Mais tout ça pour vous dire, et j'insiste là-dessus, c'est que j'ai commencé à assister à ces groupes de parole, j'avais 47 ans. Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Et c'est assez étonnant, c'est-à-dire, on a l'impression que le monde, on va dire la Guadeloupe, les Guadeloupéens, mais on confond souvent notre petit entourage et on généralise très, très rapidement. J'ai réalisé que c'était pas ça du tout. Moi, j'ai entendu des femmes témoigner, des enfants témoigner. J'ai entendu des choses que j'avais jamais entendues. C'était un truc invraisemblable. Et j'ai compris à ce moment-là, pourtant j'avais 47 ans, que j'avais passé tout ça de temps en Guadeloupe, mais quelque part, ma vue était superficielle. Donc, gros travail introspectif. Et alors, quel rapport avec l'esclavage? C'est que les questions de la matrifocalité antillaise, c'est-à-dire le type d'organisation de chez nous, de ce fonctionnement, c'est bien simple. J'ai un ami qui me parle, il me dit, ouais, un tel, ouais, il bat madame la sa tantimoun, il bat madame la sa tantimoun. On boucle bon madame tantimoun. Il faut bien comprendre que ça reflète une façon d'exister, une famille particulière, des conceptions particulières. Et comme les gens témoignaient toujours, et c'était de la répétition, il y avait de la récurrence. La récurrence veut dire qu'il y a un système. Un système veut dire qu'il y a une origine. Et c'est ainsi, en fait, que les gens ont compris qu'ils étaient des descendants d'esclaves. C'est-à-dire, l'esclavage n'est pas venu comme un drapeau anti-français ou de revendication. Il est intervenu comme une matrice de sens. Donc, vous comprenez que là aussi, on change totalement notre façon de voir les choses. Et c'est ainsi, en fait, qu'il y a eu une force en France. En tout cas, le comité Marche du 23 mai est devenu vraiment une association très forte. Il n'est pas devenu une association forte avec des politiciens ou des syndicalistes. Il est devenu une association forte parce que les gens aimaient s'y retrouver, parce qu'ils parlaient d'eux. Le travail généalogique. Alors, je dis généalogique, mais c'est pas tout à fait ça.
c'est le rapport avec l'aïeul. Et vous allez voir des photos tout à l'heure. Bref, le travail d'histoire, on a ouvert une université populaire parce qu'on ne peut pas faire de travail de mémoire si c'est pas basé sur la science historique. C'est pas possible, un truc comme ça. Ça veut dire qu'on invente des choses, c'est pas possible. Et puis, il y a eu un combat politique, peu importe, mais on a changé la valence de l'esclave négative à une valence positive, puisque lorsque pour le mémorial, on a demandé aux gens de vérifier leur nom, en un mois, on avait un site internet, en un mois et demi, il y a eu 300 000 clics. Et les gens sont fiers aujourd'hui d'avoir leur nom au Trocadéro. Je vous assure qu'il y a 20 ans de ça, ça n'a pas été fait. Donc, on a fait des groupes de parole, l'utilisation, enfin bref, peu importe, je passe ça. Et puis, on a une chance, c'est qu'on a pu retrouver l'identité de nos aïeux dans des registres de nomination. Donc, je passe là-dessus. Et à l'époque, en esclavage, les personnes n'avaient qu'un prénom. Et c'est un prénom chrétien. Et après l'abolition, donc, on les a nommés. Et cette nomination s'est faite, on appelle ça maintenant la grande nomination, parce que voilà un épisode dans notre vie de groupe qui est fondateur, on vous nomme, c'est fondateur. Ça s'est passé de façon massive, à 90%, je parle aussi sous le contrôle donc d'Yves, c'est 48-49. D'accord ? Mais ça s'est poursuivi des fois jusqu'à 67. Mais l'essentiel, ça a été très rapide. Donc, aussi, autre chose très importante, ce ne sont pas les noms des maîtres. Vous n'avez pas les noms de maîtres. Ce sont des noms qui ne devaient pas exister dans le pays, la colonie. À la différence de ceux qui existent aux États-Unis, où de toute façon, tout ce qui appartient au maître a le nom du maître. Mais ici, c'était différent. C'était une nomination à peu près comme les orphelins. Donc, vous imaginez le maire qui a nommé 100 personnes par jour? Mettez-vous à la place de maire qui a nommé 100 personnes par jour. Bref, donc, c'est 30 années de boulot. Il y a 4 associations qui s'y sont collées. Le comité marche du 23 mai 98. L'Association des professeurs d'histoire-géographie régionale de la Guyane. L'Association martiniquaise de recherche sur l'histoire des familles, la Maris. Le collectif réunionnais des noms pour la mémoire. Et leur objectif, c'était retrouver les noms de leurs aïeux, les faire connaître à leurs descendants pour qu'ils puissent, en les connaissant, les inscrire dans leur lignée familiale. Une communauté, c'est une somme de familles. On s'est payé ça. Là, vous avez Césaire. Là. Césaire se trouve en haut, à droite. C'est Placide. Ici, vous avez Glissant. Il s'appelle Glissant. On lui donne le nom de famille Glissant et puis on lui donne le prénom Jean. En haut, à gauche. Mais ça, c'est sympathique. C'est pourquoi je vous dis, c'est pas de la généalogie, puisque la généalogie, vous prenez quelqu'un, vous faites sa lignée. Là, c'est exactement comme les moines copistes. On recopiait. On a recopié. Des jours, des nuits, pendant les vacances, à tout moment. Et des fois, on est tombé sur ça. Hein, Yves? On est tombé sur ça. Il a fallu faire avec. On s'est démerdé. On a fait. Juste un exemple que je trouve intéressant. Jupiter, âgé de 42 ans, né en Afrique, cultivateur sur l'habitation Paul Frères et Sœurs dite Belle Allée, recensé matricule 1528, que nous nommons Jupiter Amon. Vous savez que Jupiter, c'est un dieu, mais chez les Égyptiens, Amon, c'est un autre dieu. Donc là, vous avez Jupiter Amon. Alors, vous avez toutes sortes de noms. Vous avez quelques noms foutages de gueule, mais dans l'essentiel, ce ne sont pas des noms foutages de gueule. Dans l'immensité. Et lorsqu'il n'y avait pas assez, c'est-à-dire lorsque les registres ont été perdus, parce que ça n'a pas été conservé dans de bonnes conditions, bien sûr, on s'est servi de plein d'autres actes, c'est-à-dire il y a beaucoup d'actes, vous savez, dans les archives. Les archives font super boulot, faut le savoir, super boulot. Sans eux, je ne sais pas ce qu'on n'aurait pas fait. Et donc, actes notariés, actes d'affranchissement, contrat de mariage,
l'état civil après 48, le registre des nouveaux libres, le registre des esclaves. Bref, on s'est servi de tout ça pour refaire des villes comme Saint-Pierre, comme la plupart des registres de Fort-de-France. 6 sur 8 ont brûlé. Sainte-Marie. Quoi d'autre encore? Casse-Pilote. Et puis en Guadeloupe, c'est 8 villes qui n'existaient plus. Il a fallu donc refaire et on a bossé et on bosse toujours. Dites-vous bien que tous les dimanches, on a 2-3 heures de boulot. Tous les dimanches, ça fait 2 ans comme ça, pour refaire et pour corriger, parce que c'est un travail collectif. Donc c'est un travail difficile, mais bref. Finalement, sur tous les territoires, on a trouvé 76 151 personnes en Guadeloupe, 62 062 personnes à La Réunion, 12 880 personnes à la Guyane. Pour l'instant, en Martinique, il y a 62 714 personnes, mais il y a 2 à 3 000 personnes de Fort-de-France, c'est ce qu'on est en train de faire, et Saint-Martin, 32 personnes. J'insiste sur le fait que c'est un travail collectif. C'est pas un travail de Martiniquais ou de Guadeloupéens. C'est un travail où vraiment on est ensemble pour pouvoir régler ce problème. Je vous passe aussi des détails techniques, c'est pas très important. Juste comme élément, en 48, la Martinique compte environ 120 000 habitants, dont 62% d'esclaves, 30% de libres métissés ou noirs, 8% de blancs ou réputés tels, parce qu'ils avaient déjà acheté des certificats de blancs, et 93% des nouveaux libres sont nés en Martinique, 7% en Afrique. Ça, dit comme ça, vous dites, ah oui, tiens, c'est marrant. Mais il faut comprendre que c'est une société qui sort très fractionnée. Parce que un libre métissé ou noir, qui est libre avant 48, pas mélangé avant Moon, qui est libre après 48. C'est des situations différentes et c'est oui, c'est des situations différentes. C'est-à-dire, il n'y a pas maillé entre eux particulièrement, etc. C'est donc des réalités différentes. La Martinique sort, en fait, d'une mosaïque, en fait, de population à des échelles, des granularités qu'on n'imagine même pas. Vous comprenez, pour faire identité après, c'est un peu compliqué. Alors, ces noms, notre problème était de les mettre à disposition de leurs descendants. Voilà notre expérience. Ici, ce sont des noms qui ont été donnés la première fois à Saint-Denis. Les gens se sont précipités pour voir leurs parents, avec une émotion extraordinaire de voir leurs parents. Nous avons fait un site internet pour que, en tapant, eh bien, vous trouviez vos parents. Grand succès. On les a mis dans des livres, non en nous et non nous. Et puis, nous avons fait des centaines de réunions où nous avons donné aux gens en Île-de-France le nom de leurs aïeux avec des queues pas possibles. Nous les avons honorés. Nous les avons honorés dans les églises. Ici, c'est la cathédrale, la basilique de Saint-Denis. Nous les avons honorés avec des fleurs. On a fabriqué des monuments pour toujours la même chose, c'est-à-dire, ce sont nos parents. Ce ne sont pas les esclaves, ce sont nos parents. Ils ont vécu en esclavage, mais c'est très différent. Donc, on crée des dispositifs pour que justement, ce rapprochement, cette filiation arrive à se faire, que les gens n'aient pas honte de leurs parents. Il y a l'hommage des républicains et puis l'hommage populaire avec nos grands artistes. Ça, c'est 2015, 30 000 personnes sur la place de la République, où c'est une fête de la fraternité. C'est une fête qui s'appelle Limier Bayo, et où il y a tous nos grands artistes, Jocelyne, Tony, défunt Jacob, etc. Et puis, on leur donne leur généalogie, enfin bon, bref. Et c'est parce que nous avons vu que c'était bon pour les personnes, qu'elles trouvaient ça, c'était émouvant, qu'elles trouvaient ça utile, important. C'est après donc, une expérience de plusieurs années qu'en 2016, nous avons émis l'idée, nous avons fait le projet, écrit le projet de mémorial national de la traite négrière et d'esclavage colonial. En 2016, ce projet a été accepté par François Hollande, mais il est parti très vite après. En 2018, nous avons été capables, dans une marche, de rassembler toutes les centrales syndicales
de rassembler toutes les associations antiracistes, de rassembler de très grandes personnalités, des nobilisables en sciences, des grands journalistes, bon, bref, à peu près 150 associations antillaises. Et c'était une marche à Paris en souvenir du 23 mai 1998. Et le deuxième point était justement pour le mémorial. Donc le mémorial est sorti d'une association, est devenu une revendication, une demande de la société civile. Ouais, c'est pas le projet de Serge Romana, hein. Désolé de vous dire ça, mais Serge Romana n'aurait jamais pu faire en sorte qu'il y ait un mémorial au Trocadéro. Je porte un projet, mais c'est un projet associatif, une communauté, et très largement supporté ici par la société civile. Et c'est après ça que le président a pris sa position. Vous voyez, donc il faut un travail politique, il y a un travail mémoriel, il y a un travail politique pour convaincre, et on a convaincu. J'ai bientôt fini. En 2023, vous voyez, regardez, hein, ça c'est 2018. Il a fallu attendre 2023 pour que le comité de pilotage puisse se faire. Je vous passe tous les problèmes entre les cabinets qui changent, entre le ministère de la Culture qui essaie de casser tout ça. Je vous passe plein de problèmes. Finalement, en 2023, on crée le comité de pilotage national des victimes de l'esclavage, que je co-préside avec la présidente et avec, par exemple, pour la Martinique, Marie-Josée Ali, comme personnalité qualifiée. Les 4 associations à Marisfa, comité Marche du 23 mai, les Réunionnais et les Guyanais sont parties prenantes. Ils sont le noyau, en fait, de ce comité. Et puis, il y a la mairie de Paris, etc. Bien. Il y a un concours qui est fait. En 2024, il y a une sélection du maître d'œuvre. La maîtrise d'ouvrage, c'est la Direction générale de l'Outre-mer. Et l'OPIC, qui est l'opérateur des projets immobiliers de la culture, et le maître d'ouvrage délégué. C'est Michel Devigne et Philippe Prost qui gagnent le concours. Et puis, bon, voilà. Et donc, je vais vous présenter, donc, parce que quand même j'ai bien parlé, mais à quoi ça ressemblera. Alors, c'était effectivement Trocadéro et Gérard Hadji a dit pourquoi. Donc, le projet, comme vous voyez, sera sur la partie verte, donc, des jardins de Trocadéro, et va occuper 4000 mètres carrés. En fait, il prendra la forme d'un jardin mémoriel. Et vous voyez ici des allées qui sont bordées par les noms. Les noms des nouveaux livres seront inscrits par territoire, par commune et par ordre alphabétique. Chaque territoire aura une couleur particulière. Ils seront gravés sur de la pierre de lave. Pierre de lave émaillée avec des couleurs qui sont par ici. Le mémorial sera composé de chemin de l'histoire, c'est l'inscription des 216 000 nouveaux livres, et d'un chemin de l'histoire, de l'histoire, donc chemin de la mémoire, chemin de l'histoire, avec des stations qui rappellent, qui contextualisent la question de l'esclavage. Voilà la forme. Nous avons choisi ce projet parce que, pareil, nous pensons qu'il faut traiter l'horreur par le magnifique. C'est comme ça. Ce sera un magnifique jardin qui va être l'écrin qui va accueillir nos parents. Vous voyez, les noms sont inscrits. Au centre, il y a une petite île, puisque en fait, c'est centré par un petit cours d'eau. Il y aura 4 colonnes qui signifient, en fait, les 4 millions d'êtres humains qui ont été mis en esclavage dans toutes les colonies françaises. 1,5 million d'Africains, majorité, mais aussi d'Indiens, aussi de Malgaches, il y a eu quelques Chinois, il y a des Malais, il y a des Philippins. Donc, c'est pas qu'africain, même si c'est majoritaire. Pardon? Madériens. Oui, oui. Les noms seront représentés par famille. Vous avez le nom de famille sur la droite, là, et les prénoms qui sont sur la gauche.
Si vous prenez la famille Cartos, vous allez avoir Luce, Bibiane, Hectorine, Jean, Baptiste, Charles, etc., qui sont rassemblés sous le nom de famille Cartos. Parce qu'on a voulu justement rassembler les familles et présenter les gens par famille. Chaque territoire au début donc de ce territoire, il y aura en fait une introduction à l'histoire de ce territoire. Et par exemple, toujours la même chose, date de conquête par la France, les populations d'origine, le type d'économie, ce qui s'est passé pendant la première révolution, la population au moment donc de la deuxième abolition et un peu la dynamique abolitionniste, en l'occurrence pour ce qui concerne la Martinique, les 10 jours qui ont fait en sorte que l'esclavage a été aboli plus tôt que le décret, ce qu'il était prévu, un mois avant. La nuit, l'idée est de pouvoir animer en fait le mémorial de cette façon, c'est-à-dire comme les territoires sont la plupart d'entre eux des volcans, c'est de faire en sorte de mettre une scénographie avec des coulées de lave qui symbolisent en fait une mémoire vive. Le chemin de l'histoire, ça va être de grosses pierres comme celle qui est marquée, et sur ces pierres, il y aura en fait des schémas, il y aura un contexte. Par exemple, ici, il y a une contextualisation de l'histoire de l'esclavage. Effectivement, montrer un esclavage qui est là depuis le néolithique. Bref, la définition d'un esclave, important, c'est beaucoup plus. On n'a pas voulu mettre l'esclave être une marchandise. On a préféré l'esclave être un humain possédé par un autre humain. C'est une possession. C'est très humain. Il est la possession de quelqu'un. Et puis ensuite, il y a des éléments, enfin, les dates de révolte, le marronnage, l'affranchissement, etc. Peu importe. Il ne s'agit pas d'un monument aux morts. C'est un monument à la naissance à la citoyenneté. C'est un monument des vivants. C'est un lieu de recueillement, de déambulation méditative, d'éducation, de réconciliation. C'est un hommage national et international rendu à nos aïeux, tous rassemblés dans ce jardin qui racontera l'horreur par le biais du magnifique. Une petite remarque. En disant victimes de l'esclavage, c'est pour nous une façon de désigner qui sont les victimes. Ce n'est pas nous les victimes. Vous dites qui sont les victimes pour dégager les descendants de la victimisation. Je tenais à dire ça. Ce sera un rayonnement national et international de l'histoire et de la mémoire de la traite de l'esclavage, notre temps de fondation. C'est une visibilité nationale et internationale pour nos communes. Toutes nos communes seront là. Et pour nos pays. C'est un symbole d'une mémoire apaisée de l'esclavage. C'est pour ça que ça intéresse la Martinique, entre autres. Le budget est de 4,8 millions d'euros et il est entièrement pris en charge par le ministère des Outre-mer. Le ministère de la Culture, qui normalement devait être là, s'est dégagé parce que le ministère de la Culture voulait une allégorie à l'esclavage. Donc nous, on s'est opposés et donc il était fâché et donc il s'est retiré. Il y a des options, comme par exemple l'éclairage. Et les options, c'est 1,5 million d'euros. C'est pour ça que je suis ici à faire une campagne de mécénat. C'est donc, par exemple, le financement de bancs sonores. Bancs sonores, vous vous asseyez, transmission osseuse, et vous avez les langues, les chants, les témoignages. C'est pour ça que les bancs, c'est important pour augmenter le volume, en fait, du chemin de l'histoire. Ce que je veux vous dire, pour finir, c'est que sachez que, et Yves peut témoigner de ça, chaque fois, et c'est pour ça que c'est différent de la généalogie, à chaque fois qu'une personne est intégrée dans les bases de données, en ce qui me concerne, j'avais toujours le sentiment de sortir quelqu'un de l'oubli pour l'inscrire sur un chemin de reconnaissance. Vous savez, on a ces tables, et puis on remplit le tableau Excel. Et on sait que lorsqu'on remplit le tableau Excel, eh bien, ces personnes dont le destin était d'être totalement oublié, on les remet, en fait. On va les remettre à la surface. Et
je voulais aussi vous témoigner d'une chose, c'est que lorsque le mémorial rencontre d'autres personnes, pas nous, mais d'autres personnes, des hauts fonctionnaires ou des politiques ou des gens d'autres pays, il y a quelque chose qui les frappe énormément. C'est que des descendants ont été chercher leurs aïeux qui, disparus depuis je ne sais pas combien de temps, ont été les chercher pour les ramener à la surface. Et je n'avais pas compris ça. Et j'ai fini par comprendre que cette énergie particulière était quelque chose qui frappait les gens. Comment des contemporains vont jusque-là chercher leurs aïeux. Et j'ai compris, en fait, que tous les humains honorent leurs aïeux. Tous. Les moustiques n'honorent pas leurs aïeux. Je suis d'accord. Les bœufs non plus. Mais tous les humains honorent leurs aïeux. Tous. Ils honorent leurs aïeux et ils ont des ritualisations pour honorer leurs aïeux. Leurs grands morts, ce que vous voulez, les commémorations. Sauf les descendants d'esclaves. Et ça, c'est un problème. Ça a été notre problème. Et aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse pour ne pas les honorer. Aucune. Si vous voulez savoir qui ils sont, vous savez, vous pouvez savoir. Et c'est dommage qu'Aimé Césaire ne soit pas là. Parce qu'Aimé Césaire disait, j'habite une blessure sacrée, j'ai des ancêtres imaginaires. Non, maintenant, ils sont plus imaginaires. Ils sont là. Donc, la campagne de mécénat, il faut la prendre comme une opportunité pour que vous puissiez contribuer, dire j'y étais. C'est pas compliqué. Si vous voulez que ça soit défiscalisé, vos dons qui peuvent être de 10 euros, 50 euros, comme vous voulez, eh bien, vous passez, il y a un QR code, vous passez aussi par le site mémorial-trocadéro.org. Et puis, il y a aussi cette affiche, un flyer qui est en train de se tourner, qui vous permet de faire un don. Et vous passez par la Fondation Esclavage et Réconciliation que je préside, parce que ça vous permet de défiscaliser votre don. Et je vous remercie.